Je suis ravi de t'accueillir parmi nous dans Le cette plaisir. boîte. Ça change un peu de TikTok. On, on Un va petit en peu, ouais. parler un tout petit Ouais, peu. ouais. Je disais, j'ai plein de questions pour toi. Tu as un métier, mais plusieurs casquettes. Il y a plein de choses à l'intérieur. C'est un peu du Kinder Surprise plus plus. C'est N'hésitez pas, n'hésitez pas dans le chat si vous avez plein de questions. Le titre officiel, c'est, si j'ai bien vu, consultante éditoriale dans l'édition. C'est important parce que ça pourrait être éditorial de plein de choses. Électrice ouais, professionnelle. On va parler de tout ça, de ce métier incroyable. Un métier de rêve que tu t'es créé hein, sur mesure. Et ça, c'est bah, ça. ça n'arrive pas tous les jours et c'est plutôt chouette. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Ça va être passionnant. Je n'en doute pas une seconde. Mais on va commencer, si tu le veux bien, par le portrait chinois littéraire que le monde entier nous Juste, envie. Pour faire connaissance, c'est toujours bien. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Et vous pouvez jouer dans le chat et donner vos réponses, euh, évidemment. je serai les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut de Mitch Albom. Parce que ce livre-là, il a genre vraiment changé ma vie au moment où je l'ai lu. Et je ne l'ai pas relu très souvent, mais chaque fois que j'y pense, je me souviens de cette émotion-là. Et si je pouvais revivre qu'une émotion en boucle toute ma vie, ce serait celle-là. Donc, ouais. Des livres qui marquent. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent. La BD, sans hésitation. Forcément pas un poche, parce que j'ai horreur des livres de poche. Mhm. Mais ouais, la bande dessinée. Et Gérard nous dit Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Ah, tu as gardé l'ancien titre. Bien joué. Bravo, un point pour toi. Oui, ça aussi c'est un débat qu'on doit avoir, un de ces quatre. Je l'ai noté dans les tables rondes. Si tu étais une maison d'édition, toi qui les connais très bien, laquelle serais-tu ou quelle caractéristique d'une maison d'édition te correspond le plus? Si j'étais une maison d'édition, je pense que je serais Monsieur Toussaint Louverture, je pense. Parce que je trouve qu'ils ont une finesse éditoriale qui est extrême. Ils choisissent leurs titres avec beaucoup de soin. Ils façonnent leurs livres avec énormément de goût et de savoir-faire. Donc, ouais. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel Euh, serait-il? Jeunesse, probablement. Ouais, rayon jeunesse. Les couvertures, la diversité, la créativité, C'est tout surtout ça, tout ça. la diversité des publics et le fait que ce soit un des seuls secteurs éditoriaux et en librairie aussi, parce que je suis ancienne libraire, où il y a cette double prescription. On a à la fois l'enfant qui a un goût de lecture et qui va se diriger naturellement vers quelque chose, et il y a le parent ou l'adulte prescripteur qui est derrière. Du coup, c'est hyper intéressant de voir la typologie de public en fait, qu'on a en Mhm. jeunesse. Je trouve que c'est assez passionnant. Et les échanges entre les deux, on demande si tu es team Blackwater. Ou pas. Ouais, j'adore. Ils sont juste derrière là, genre là, en Ah bah bonne oui, place. ah bah oui, effectivement. Moi, ils sont cachés, ils sont là. Voilà, on les a tous en fait. C'est très bien. Si tu Ouais. étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu les pages? Alors, sachant que j'en utilise pas moi-même, j'en ai une collection infernale dans un pot dans ma bibliothèque. J'en utilise pas, en fait, je mémorise le numéro de la page. Et je, et je m'endors en mémorisant le numéro pour m'en souvenir le lendemain. Je marque jamais mes pages, je corne pas mes pages non plus. Je dirais peut-être un ticket de RER ou un truc comme ça, je pense. Ce que j'ai dans les poches en général. Si tu étais un personnage, fictif ou réel? Arsène Lupin, je pense. J'ai un faible pour les personnages, les cambrioleurs, les voleurs d'art. Ça, je pense que, ouais, Arsène Lupin, probablement. Et si tu étais un temps de conjugaison? Le présent. Mm. Ouais, le présent, sûr. C'est le temps avec lequel tu es le plus... quand tu lis par exemple, ou quand Parce tu lis que des manuscrits? j'aime bien les choses qui sont ancrées dans le temps. Et le présent, c'est très immersif en fait. J'aime bien ça. Et c'est vrai que dans les manuscrits que je lis, alors c'est un exercice extrêmement difficile s'il y a des auteurs, autrices qui sont là, voilà. Et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Écrire au présent, c'est pas la chose la plus simple, Non. mais c'est un temps que j'aime lire et je trouve ça, ouais. Je pense que si je devais être un temps, ce serait sur le présent. Voilà, moi j'adore me mettre des bâtons dans les roues quand je commence un projet, et ça en fait partie, c'est dans mon cahier des charges. Tout en haut de la liste des trucs très compliqués, enfin plus compliqués, j'ai à ça, et je me dis oui, mais oui, continue seulement, fais ça. Non, ça m'étonne pas.
Si tu étais une musique ou la bande-son, par exemple, de ton activité au quotidien, tu aurais quel style de musique avec toi? Jazz, sûrement du jazz, et ouais, un petit Feeling Good de Nina Simone, par exemple, je pense, qui est mon titre préféré de tous les temps, donc ouais, ouais, Nina Simone. Et la reprise de Muse? Carton Non, rouge? Voilà. Oui. on n'en parle pas. Michael Bublé à la rigueur, mais Muse, non, ça passe pas. Et vu que je sais accueillir, j'ai mis du jazz en fond sonore. Toi, tu ne l'entends pas, à mon avis, mais il y a du jazz pour les gens qui nous écoutent. Si tu étais un signe de ponctuation, ça doit être marrant quand on corrige des manuscrits. La ponctuation. C'est vrai que moi je corrige pas, mais c'est vrai que des fois je pense aux correcteurs, aux correctrices qui sont passés avant moi et je me dis. Et j'aime bien le point virgule parce qu'on l'utilise peu finalement et je le trouve assez désuet mais vachement utile. Donc un petit point virgule. Team point virgule, il y a vraiment un groupe qui se crée ici de jeudi en jeudi. Tiens à le dire. Encore quelqu'un pour la team. Oui, les gars, vous suivez, c'est très bien. Un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe. Vivre. Ouais, vivre. Profiter de la vie, vivre. Profiter de la vie. Alors, je te propose qu'on continue à faire connaissance finalement avec ces casquettes qui font ton quotidien et ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer, ton parcours, pour les gens qui te découvrent ce soir? Vous avez du temps devant vous parce que j'ai... Alors, en version condensée, tu as déjà parlé de librairie. Ouais. Voilà, alors, mais je te laisse expliquer. Mon parcours, tu veux ce que j'ai fait comme étude avant d'en arriver là ou juste ce que j'ai fait comme différents postes? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu jugeras utile, ce qui t'a amené à faire aujourd'hui ce que tu fais. Okay. Alors, j'ai fait un bac littéraire. Voilà, à mon époque, il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, quand on passait le bac, on avait le choix. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais j'ai fait un bac littéraire parce que tout simplement, de un, j'étais amoureuse de la littérature en général et des matières littéraires, des langues, tout ça, donc c'était une évidence. Mais surtout, on ne voulait pas de moi en filière scientifique, clairement. Donc, c'était même pas la peine que j'essaye. Et l'économie et sociale, c'était vraiment pas ce que je voulais. Donc, je me suis dirigée vers un bac L. J'ai pas regretté parce que j'ai passé de très belles années, c'était très chouette. Ensuite, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et encore aujourd'hui, si j'avais le choix, j'aurais fait des études d'absolument toute ma vie. J'aurais bien voulu faire du droit, j'aurais bien voulu faire plein de choses, une licence d'histoire, une licence de littérature, une licence... Enfin, bref, j'aurais fait des études toute ma vie, il a fallu faire un choix, je me suis dirigée vers la psychologie pendant 2 ans. J'ai validé 2 ans de licence, et puis en fait, toujours pour des histoires scientifiques, j'étais tellement nulle en sciences et en maths et en neurosciences que du coup, je me suis dit non, tu vas pas continuer là-dedans, parce que dans la fac où j'étais, c'était une fac hyper scientifique, donc j'ai bifurqué, et là, naturellement, les métiers du livre se sont imposés à moi assez vite. J'avais des proches qui étaient soit auteurs, soit un petit peu dans l'édition, et j'ai toujours été sur des salons petites entourées d'auteurs, d'autrices, tout ça. C'était quelque chose qui est un milieu qui me parlait bien et j'aimais lire. Donc, comme beaucoup de gens, de toute façon, tous les gens qui font métier du livre, la première chose, ils vous disent j'aime lire, donc voilà. Mais du coup, je me suis orientée là-dedans. J'ai fait un DUT en 2 ans avec une spécialisation en édition. On a un tronc commun au début, la première année et demie, on va dire, et ensuite on se spécialise. On a le choix entre bibliothèque, librairie ou édition. Moi, j'ai pris édition. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité avec la librairie, mais mon cœur balançait quand même plus vers l'édition. Donc voilà, j'ai fait des stages longs dans des grosses maisons d'édition. Ça m'a beaucoup appris, surtout ce que je voulais pas faire, mais ça m'a beaucoup enseigné. Donc j'ai eu de l'expérience et c'est très chouette. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle, métier de l'édition et commerce du livre, option livre numérique, à la Sorette. Donc c'est un gros centre de pointe pour les métiers du livre à Paris. C'était la première année de promotion de cette licence-là, en 2015, et du coup, j'ai validé mon année de licence en alternance. J'étais aussi dans une grosse maison parisienne comme assistante d'édition pendant 1 an. Là aussi, j'ai vu tout ce que je voulais pas faire, et comble du comble, je me suis retrouvée à éditer des livres de maths. Donc voilà, comme quoi le karma parfois, c'est... Voilà, mais ça m'a beaucoup appris et je me suis dit plus jamais je touche un livre de maths de ma vie après ça. Ensuite de ça, j'ai décidé de ne pas arrêter mes études. Je me suis spécialisée en littérature de l'imaginaire et littérature pour la jeunesse via un DU
à la fac de lettres de Nanterre, donc Paris 10. J'ai fait 1 an. C'était une formation qui était en fait avec des professionnels déjà en poste en métier du livre. C'était une formation professionnalisante, donc avec des bibliothécaires, des libraires et des grands pontes de la littérature de l'imaginaire et littérature jeunesse. Donc c'était passionnant. Et à la suite de ça, je me suis dit, tu as toujours voulu travailler à ton compte, tu as quand même de l'expérience. Go te lancer sans trop savoir où tu mets les pieds, mais t'as pas envie d'avoir un patron, donc lance-toi. Et donc j'ai fait une année d'entrepreneuriat pour pouvoir monter ma structure tranquillement, être encadrée dans un incubateur et avoir des conseils pour pouvoir faire ça proprement, parce qu'honnêtement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en disant à tout le monde je veux lire des manuscrits, et c'était le business plan, c'était ça, c'était je vais lire des manuscrits, je sais pas trop comment, mais voilà. Sachant qu'à cette époque-là, j'avais été à la sortie de ma licence, j'avais été toquée au culot à la porte d'un éditeur en disant en fait, j'ai une lettre de recommandation du responsable des manuscrits de telle grande maison, j'ai travaillé avec lui, j'aimerais bien travailler pour vous, voilà, je pose ça là. Et en fait, je m'attendais pas, mais 10 minutes après, le responsable m'a appelé en me disant écoute, viens, on se rencontre, on en parle. Et ça marchait en fait, puisque il m'a dit tu lis en anglais. Moi j'ai fait oui, alors que pas du tout, j'avais jamais lu un bouquin en anglais de ma vie. Je me suis dit de toute façon, si je lui dis non, je vais passer peut-être à côté d'une opportunité. Et j'adore la science et les maths. Voilà, je vais dire oui et on verra bien. Donc c'est ce que j'ai fait, et il m'a pris comme lectrice pour les sessions de droit sur les thrillers et livres noirs pendant 3 ans. Donc du coup j'ai bossé pour eux pendant 3 ans un peu en externe, et il m'a tout appris. Il m'a appris une grosse partie de ce que je sais et de ce avec quoi je me suis lancée quand j'étais freelance. D'ailleurs, quand je lui ai dit mais je veux me mettre en indépendante, il m'a dit tu vas galérer, mais je te suis et je serai ton premier client, et ça va le faire. Et il m'a soutenu dans ce truc-là, et je ne peux que l'en remercier, parce que c'est en partie grâce à lui qu'aujourd'hui je fais ce métier. Et je pense à ce gars tous les jours de ma vie. À chaque fois que j'ouvre un manuscrit, je me dis punaise, c'est grâce à ce coup de culot et à ce gars qui m'a donné ma chance et qui m'a appris le métier que je peux l'exercer aujourd'hui. Et ça, c'est une chance. Voilà pour le parcours. Et c'est quoi une consultante éditoriale dans l'édition et lectrice professionnelle? C'est quoi? Quelles sont tes missions et qui peut s'adresser à toi? Alors, le métier, je vais commencer par mon métier principal, qui est d'être lecteur pro. Donc, en général, un lecteur pro, c'est pas un métier, c'est une fonction au sein d'une maison d'édition. La plupart des lecteurs professionnels sont des personnes, en fait, qui vont intervenir avant l'éditeur. En fait, on travaille juste après les auteurs, on réceptionne les manuscrits avec le responsable du service des manuscrits, qui a une équipe de lecteurs. Il va dispatcher les manuscrits à ses lecteurs en fonction de leur goût, de leurs compétences, de leur spécialité. Et ils vont leur dire t'as tant de jours pour me lire ça, tu me fais une fiche de lecture et tu me dis ce que t'en penses. Si ça t'a plu, on va croiser le regard avec un autre lecteur pour voir si ça match aussi. S'il y a plusieurs avis positifs, le responsable des manuscrits va le lire. Ça dépend des maisons, évidemment, il y a des fonctionnements plus ou moins différents dans chaque maison. Mais là où j'ai bossé, c'était comme ça. Et ensuite, il présente le livre en comité de lecture avec les éditeurs et tout, en disant on a lu ça, c'est génial, on en pense ci, on en pense ça, on a croisé les regards, voilà, on pense que ça peut matcher pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de le défendre? Donc là, c'est des grandes discussions. En général, dans certaines maisons, il y a des lecteurs qui viennent pitcher le livre, en parler des ressentis, des points positifs, négatifs, des forces et failles, pour pouvoir donner à l'éditeur, aux éditeurs éditrices, un aperçu global du texte sans qu'ils l'aient lu, pour savoir si oui ou non ils ont envie de s'engager auprès d'un auteur ou d'une autrice pour défendre le texte, et ensuite signer un contrat et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est le métier d'un lecteur professionnel. En principe, les lecteurs pros ne sont pas, comme moi, freelance à bosser pour qui veut bien lui confier du travail. Normalement, ils travaillent toujours pour la même maison, ils sont payés au lance-pierre, pas toujours de manière très réglo, et une misère, on va être très honnête. Voilà, quand j'ai commencé, j'étais payée 70 € par manuscrit lu en anglais et sur des délais très courts. Aujourd'hui, il y a longtemps que je travaille plus à ce tarif-là et plus comme ça, mais c'était le tarif que j'avais, et j'étais encore étudiante, donc honnêtement, je m'en fichais complètement de combien j'étais payée, parce que ce que j'ai appris vaut bien plus cher que n'importe quel salaire que je pouvais me faire à l'époque. Mais c'est un métier, une fonction qui est précaire. La plupart du temps, maintenant, ils internalisent leur comité de lecture, c'est-à-dire que c'est des éditeurs de la maison ou des membres de la maison d'édition qui font ce travail-là. Il y a de moins en moins d'externes. Quand des éditeurs m'appellent moi pour une lecture, c'est parce que c'est urgent, parce que c'est un truc de niche bien spécifique et qui connaissent mes goûts et qui savent que potentiellement je vais pouvoir rapidement faire un retour, et parce qu'ils connaissent ma façon de travailler. Mais c'est très rare, et de plus en plus, je travaille directement auprès des auteurs et autrices. Et c'est un choix que j'ai fait, parce que normalement, les lecteurs pro ne bossent qu'avec les éditeurs. Moi, j'ai fait le choix d'ouvrir mes compétences et de proposer mes services directement aux auteurs et autrices. Pourquoi? Parce que j'ai observé qu'en maison d'édition, en fait, on recevait un nombre énorme de manuscrits qui étaient mal orientés,
parce qu'ils connaissent pas le marché, parce que c'est difficile de se repérer, parce que les éditeurs communiquent pas forcément sur ce qu'ils font, sur les pratiques, sur quoi faire, comment faire, etc. Je me suis dit, il y a un vrai manque, ils sont tous complètement perdus, ils cherchent des informations partout sur le net, sur les réseaux, mais on voit tout et son contraire. Très compliqué quand on se lance dans l'écriture de trouver des informations claires, vulgarisées, simples, accessibles, sur comment faire pour proposer son manuscrit, à qui l'envoyer, comment bien préparer un dossier, tout ce genre de choses-là. Et puis surtout, qui n'envoie pas n'importe quoi, parce qu'on en reçoit des premiers jets non corrigés qui sont bancals, avec des coquilles partout, pas de marge, pas d'interligne, des trucs improbables. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Donc c'est parti de ça, en fait. C'est parti de ces constats que j'avais pu faire en maison d'édition, en me disant, mais en fait, les auteurs, ils ont besoin d'être encadrés, accompagnés avant tout ce processus-là. Du coup, je viens un petit peu parasiter le milieu puisque je travaille avant les maisons d'édition, mais juste après les auteurs. En gros, ça c'est une partie de mon métier. Mon travail, du coup, ça consiste à lire un manuscrit dans son intégralité. Contrairement à beaucoup de lecteurs pro en maison d'édition, j'ai le temps, moi, de lire les manuscrits en entier et pas de les survoler comme on peut nous le demander en maison d'édition. Donc je les lis en entier et je fais derrière un compte-rendu de lecture qui est très long. Généralement, c'est des dossiers qui font une trentaine de pages sur chaque manuscrit, sur tous les points de vigilance qu'on nous demande d'observer en maison d'édition pour que la personne puisse savoir, en gros, en l'état actuel des choses, est-ce que mon manuscrit, il est dans la version la plus aboutie possible pour être présenté en maison d'édition et ou pour partir vers un processus d'auto-édition. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, l'auto-édition, c'est un vrai travail, c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de choses à faire et il faut être accompagné, encadré parce que en fait, on devient l'éditeur de son propre livre et on ne peut pas tout savoir faire seul. Donc, il faut savoir s'entourer de prestataires, de personnes qui sont aptes, par exemple, à faire, je sais pas, la maquette, ou créer une couverture, ou faire des démarches administratives si on ne sait pas quoi, comment faire, etc. Donc, je suis là aussi pour aiguiller sur ces questions-là les auteurs et autrices que je lis. Ça, c'est ma partie lecture pro. Et la partie consulting, du coup, ça va être plutôt du conseil, du coup, soit directement auprès des auteurs et autrices, soit directement auprès des professionnels en métier d'édition, puisque je donne des formations aux professionnels en métier du livre en général. Là, j'ai monté une formation récemment sur l'accessibilité aux livres pour les personnes qui présentent des troubles auditifs. Et ça a été présenté, c'est une formation qui m'a été demandée par un organisme d'État pour les médiathécaires, donc du coup j'ai monté cette formation pour ça. Là j'en ai une autre à monter sur l'utilisation des réseaux sociaux quand on est professionnel en métier du livre, qui va se donner en octobre. Donc voilà, j'ai cette partie consulting qui va venir, on va dire, étoffer mon panel de mon champ d'action, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Ça en fait des choses, t'es même pas essoufflé, c'est impressionnant. Non, vraiment. Alors, si tu dois faire des pauses pour boire, tu n'hésites pas, les gens sont inquiets. Mais parfait, équipé en plus. Le Belge Kelly demandait, après ta lecture, est-ce que tu proposes une direction vers certaines maisons d'édition quand un auteur va te contacter, par exemple? Ça fait partie de la partie d'aiguillage. En fait, un dossier de lecture avec moi, il est composé de 3 parties. La première partie, ça va être un avis qu'on appelle un ressenti de lecture. Donc, c'est la partie qui est la plus courte, mais qui va permettre à l'auteur ou à l'autrice de savoir comment on entre dans la lecture, comment on s'y sent, et ce qu'il en reste une fois qu'on en est sorti. Autrement dit, l'impression générale qu'a laissé le livre une fois qu'on l'a terminé, comment on s'est senti dans cette lecture, et les points qui sont vraiment, soit qu'on popé comme étant hyper positifs, soit qui sont restés un truc où on se dit, il y a un truc qui va pas, et ça reste. Donc ça, c'est la partie qui va donner la tendance générale du dossier. Ensuite, ça va être la partie avis éditorial. Là, c'est segmenté sur tous les points de vigilance qu'on a à observer. Donc ça peut être les personnages, la structure, le chapitrage, le style, rédactionnel, j'entends, l'intrigue, la manière dont c'est, s'il y a des incohérences ou pas, comment le texte se lit, toutes les questions de marché, dans quel marché éditorial ça s'implante, vers qui il faut se diriger, est-ce que le positionnement éditorial du livre est clair, parce que ça c'est un vrai sujet. Quand on écrit un livre, il y en a qui me disent, ah oui, alors j'ai écrit un thriller sur fond de SF avec une romance et puis en même temps c'est du fantastique. Ça ne va pas le faire. Voilà. Donc c'est mon travail aussi de repérer le positionnement éditorial quand c'est un peu confus, et quand vraiment c'est trop confus même à la lecture, de le signaler à l'auteur en disant, bon là, on ne sait pas ce qu'on lit en fait. On ne sait pas ce qu'on lit, et au niveau du marché, ça rentre dans aucune case. Parce que oui, ça ne plaît pas, mais des fois, on a quand même besoin de savoir un peu à qui on va vendre le livre. Et quand c'est un peu jeunesse, puis finalement adulte, parce que on a de l'érotisme un peu partout, mais que finalement les personnages ont 12 ans et on se dit c'est bizarre, voilà. Ça fait partie de mon travail de repérer ce genre de problème. Et à la fin, il y a la partie d'aiguillage éditorial. Donc là, je vais faire une présélection de maisons d'édition dont les lignes édito vont spécifiquement correspondre à ce qui a été écrit, à ce que j'ai lu, en donnant les modalités d'envoi, comment préparer le dossier, comment rédiger les documents annexes qui peuvent être demandés, typiquement synopsis, biographie, résumé, tout ce qui peut être demandé en fait lors d'un envoi de manuscrit. Et si la personne décide de passer par l'auto-édition, de lui expliquer comment faire, les formalités, ce qu'il faut
les choses auxquelles il faut penser, les prestataires qui peuvent éventuellement contacter s'ils ont besoin, je ne sais pas, d'un correcteur, d'une correctrice, d'un maquettiste, d'une graphiste, d'un éditeur indépendant, des gens avec qui je travaille régulièrement, qui sont des personnes de confiance et vers qui je peux renvoyer les yeux fermés. Voilà. Tu es Guy les bons tuyaux, en gros. Oh, ça, c'est une référence de vieux. Oh là là, je viens de prendre 10 ans d'un coup. Désolé. Mais ça parle à des gens quand même. Ah oui, dites-moi dans le chat. Oui, il manque effectivement un peu de science-fiction dystopique dans le roman que tu décrivais. Oui, je trouve aussi une petite touche en plus. Dans ce que tu reçois, par exemple, avec les auteurs qui t'envoient des manuscrits, est-ce que tu as un genre de prédilection ou est-ce que c'est open bar? Alors, je ne lis plus de livres universitaires et techniques parce que j'en ai trop fait en maison d'édition et que je n'en peux plus. Voilà, tout ce qui est développement personnel, livres techniques universitaires, les mémoires universitaires, tout ça, non. Je travaille principalement sur soit des romans contemporains, littérature blanche ou autre, mais contemporains, soit de l'imaginaire principalement. Alors, on me confie énormément de fantasy, beaucoup de fantastique, un peu de thriller. J'aimerais bien qu'on m'en confie plus, mais bon, les choses sont comme elles sont, et voilà, actuellement. Et beaucoup de jeunesse aussi, parce que j'ai cette spécialisation qui fait que, naturellement, les auteurs, autrices jeunesse me contactent pour ça. Il m'arrive de travailler sur de la BD aussi, ou de l'illustrer. Je suis assez polyvalente. Les seuls genres, vraiment, sur lesquels je ne travaille pas, livres historiques, livres techniques, la poésie, parce que vraiment, c'est un marché que je ne maîtrise pas et j'ai aucune compétence ni connaissance sur le marché de la poésie, donc je ne me risque pas à donner des conseils sur un genre que je ne maîtrise pas, clairement. Et qu'est-ce que je disais donc, et la SF. Alors vraiment, la SF, à part si c'est de la SF, on va dire, moderne, contemporaine, avec une vraie réflexion, mais globalement, vous ne me verrez pas lire Les Zinzins de l'espace, quoi. Je peux pas. Voilà. Alors, on ne sait pas si tu vas répondre. Je vais essayer de le mettre. Non, ça fonctionne pas du tout. Akafkir demande quel est le pire livre que tu as reçu en lecture et quel est le meilleur. Alors, je sais pas si on peut balancer, mais c'est quoi les caractéristiques du pire et du meilleur? Je vais pas balancer de titre parce que je signe des accords de confidentialité, donc je vais pas pouvoir préciser de quoi il s'agit. Mais par contre, je vais vous raconter des anecdotes, une ou deux anecdotes pour vous donner un aperçu de ce que je peux recevoir parfois. Une fois, j'ai reçu le manuscrit d'un auteur. C'était avant que j'arrête de lire de la SF. Donc voilà, qui était convaincu clairement d'être le prochain Pulitzer ou Nobel ou ce que vous voulez, n'importe quel grand prix littéraire, et qui était très très sûr de lui. Hein. Il m'a dit c'est fort bien écrit, on y va, c'est parti, ça va être génial. Je lui ai dit bon ok. J'ai lu le texte et en fait quand j'ai reçu le manuscrit, il n'y avait aucune marge. Tout le texte était collé bord à bord comme ça. Il n'y avait pas d'interligne, tout était tout collé comme ça. Et quand j'ai dit à l'auteur, mais en fait, je ne peux pas lire ça, il me faut un truc exploitable parce que moi, je reçois les manuscrits en PDF, donc je n'ai pas moyen de retoucher la mise en page. Et il m'a dit, non, c'est comme ça. Du coup, je me suis retrouvée à lire un manuscrit incompréhensible, en plus de ça, qui était vraiment très, très compliqué à aborder, une histoire farfelue, mais qui n'était pas cohérent. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui allait. Et en plus, c'était illisible parce que juste, la personne n'avait pas écouté les standards de mise en page. Et quand je lui ai expliqué à la fin du dossier, en l'aiguillant plus ou moins sur le comment faire pour soumettre son projet, en disant il va falloir modifier la mise en page parce qu'en maison d'édition, il y a des standards à respecter et ça, c'est pas possible, clairement, je me suis fait insulter. Voilà, donc ça arrive. Okay. Voilà. Et sinon, si j'ai eu des très très bons manuscrits, il y en a un en l'occurrence, auquel je pense, que j'avais lu pour l'éditeur pour lequel je travaillais à l'époque comme lectrice. Je lui ai dit, écoute, ce manuscrit-là, c'est excellent. On m'a répondu, écoute, je suis d'accord avec toi, il est très bon. Le truc, c'est que c'est un auteur français et que dans ce genre-là, en ce moment, on publie plutôt des traductions. Dans cette maison-là, c'était le cas. Et il m'a dit, par contre, je connais quelqu'un dans une autre maison qui, potentiellement, pourrait être intéressé. Donc, je l'ai défendu pour ce deuxième éditeur. Et il a été signé par cette grosse maison d'édition. Et quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit ah, voilà, parce que ça, c'est la satisfaction du lecteur quand on retrouve des livres qu'on a lus alors que c'était que des manuscrits et qu'on les voit en librairie, on se dit bon, on a bien fait son boulot quand même. Et Akafkir demande quelles sont, selon toi, les qualités d'un bon livre ou les défauts d'un mauvais. Si tu as envie, tu peux choisir ce que tu veux. C'est open bar, de nouveau. Les qualités d'un bon livre. Alors, ça pourrait faire une thèse philosophique, hein, clairement, qu'est-ce qu'un bon livre, mais actuellement, on va dire actuellement, ce qu'on va rechercher aujourd'hui beaucoup,
Après, c'est bien évidemment, c'est propre à chaque maison d'édition, à leur ligne édito, à leurs attentes. Mais globalement, quand on a une histoire dans laquelle on rentre tout de suite, genre quand on n'a pas un prologue de 500 pages, je pense surtout aux auteurs de fantasy qui adorent écrire des prologues. Et on vous aime, les auteurs de fantasy. Mais vraiment, il faut arrêter ça. En fait, on a besoin de savoir ce qui se passe. Ce qui s'est passé avant pour apprendre pourquoi tel truc est comme ci ou comme ça, on peut le distiller au fil du texte. On n'a pas besoin d'avoir 500 pages de prologue. C'est pas possible. Donc ça, voilà. Il faut une histoire dans laquelle on rentre assez rapidement, dont on comprend les enjeux et les intentions, parce que ça, c'est hyper important. Sur un même sujet, quand on a surtout des sujets sensibles, il y a plein de manières de le traiter et de l'aborder, mais on doit comprendre clairement l'intention. Ça, c'est important. Avec des personnages qui vont susciter de l'émotion. Je ne parle pas ici de créer des personnages absolument parfaits sous tous les points, parce que les antagonistes sont très importants, mais des personnages qui suscitent quelque chose, qui ont du fond, qui ont du corps. Parce qu'un personnage qui est creux, qui sonne creux, qui ne suscite rien, c'est-à-dire que, clairement, on se fiche concrètement de ce qui va lui arriver, ça va pas driver le lecteur jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi une des qualités, je vais dire presque indispensable pour un bon livre. Une bonne histoire, c'est une histoire qui se tient, une histoire dans laquelle on embarque assez rapidement, et où on va pas, au milieu, se dire « ouais, bon, c'est cousu de fil blanc ». Pour autant, on me demande souvent « mais du coup, il faut absolument être 100% original pour faire un bon roman ». Non, l'originalité, ça veut rien dire du tout, parce qu'en fait, un même sujet a déjà été abordé sous des milliers d'angles. D'ailleurs, ce que je donne souvent comme exemple, c'est on a 50 films romantiques où on a un mec ou une nana qui court à côté d'un train en regardant son grand amour partir au loin. Cette scène continue de fonctionner dans plein de comédies romantiques, ou des scènes d'aéroport où des gens courent pour se retrouver et puis se retrouvent finalement. Mais on les regarde quand même, ces films. Donc c'est que ça fonctionne. Il y a des mécaniques narratives qui fonctionnent, mais il faut savoir se les réapproprier. Donc se réapproprier des codes classiques qu'on a déjà vus, c'est une bonne chose. Et ça aussi, ça fait partie des qualités d'un bon roman, je pense. De ne pas chercher à faire comme les autres, mais de reprendre ce qui existe déjà pour se le réapproprier. Je trouve que c'est une vraie force. Voilà. Et Gérald nous dit « Waouh !» avec plein de U. C'est super de connaître le début de l'aventure d'un manuscrit. Et bah oui, merci Aude pour ça aussi, parce que c'est vrai que ça envie des choses un manuscrit, si vous saviez. Alors les curieux du chat demandent, de nouveau, je pense pas que vous aurez une réponse, va falloir... Mais est-ce que tu as eu des livres connus? Alors on peut dire oui ou non, ça peut peut-être marcher. Est-ce que dans ce qui est passé entre tes mains, tu as eu des grands succès derrière? Des grands succès, oui, mais c'était principalement des cessions de droits, donc en fait c'est beaucoup moins de risques pour une maison d'édition. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, parce qu'une maison d'édition c'est une balance, c'est un juste équilibre entre des cessions de droits, donc des livres qui sont déjà publiés à l'étranger sur lesquels ils ont déjà des retours, puisque la presse étrangère en a parlé, il y a eu des retours de lecteurs, donc les agences littéraires, je crois que vous avez déjà eu un agent littéraire qui est passé sur ton émission, donc oui. Du coup vous savez comment ça fonctionne en gros, mais quand les agents littéraires représentent un auteur en France, ils vont le présenter le manuscrit à plein de maisons d'édition en même temps. Donc, ils vont activer les lecteurs pour qu'on lise le plus vite possible, pour que le plus vite possible, on puisse faire une offre, une proposition. Et donc, il y a ces sessions de droit qui arrivent. Et quand on a une session de droit, on sait qu'elle a fonctionné. Si le lecteur dit « ouais, c'est super », de toute façon, ça sera signé parce qu'on sait que ça marche déjà ailleurs et que potentiellement, ça marchera chez nous aussi parce qu'on a le marché ou parce que ça correspond à la ligne édito. Donc, les gros succès que j'ai pu lire quand c'était des manuscrits en France, surtout, c'était des sessions de droit. Après, il y en a eu quelques-uns français, notamment en jeunesse, qui ont bien marché et que j'avais lu aussi pour des éditeurs. Donc, c'est plutôt bien. Il y a quelques livres comme ça qui sortent. Je me dis, quand je pense à tout ce que j'ai pu lire, je me dis, oui, bon, ça va, je fais pas trop mal mon boulot quand même. Alors, c'est une question qui revient aussi assez souvent, mais tu dirais quoi à quelqu'un qui se dit qu'en faisant appel à une lectrice ou un lecteur professionnel, on va le mettre pour les deux, c'est synonyme d'une publication dans une grande maison avec de nombreuses ventes à la clé et disons un yacht, parce que les sous-marins n'ont pas la cote. Oui. Pour l'instant. Mais en fait, tu dirais quoi à ces gens qui pensent vraiment que voilà, on fait appel à ce type de prestations très précises, très pointues avec des professionnels et qui attendent peut-être des choses disproportionnées derrière? Et en fait, ça fait partie de la posture du métier de lecteur, enfin la posture du lecteur pro. En fait, le premier truc qu'il doit dire à son auteur ou à son autrice, c'est une prestation où il n'y a pas d'obligation de garantie, à savoir qu'on ne travaille pas pour les éditeurs. Là, je travaille pour vous. Et mon travail à moi, c'est de vous dire si en l'état, le manuscrit est prêt. Ce qui va lui arriver derrière, je serais ravie pour vous si ça fonctionne. Mais je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas parce que de toute façon, dans tout ce qui est lu, ils ne gardent qu'1% de ce qu'ils reçoivent. Alors, il faut être le 1%. Et donc, ça fait quand même beaucoup de livres, finalement, qui vont accuser beaucoup de refus.
Et ça fait partie du jeu, et ça, il faut en prendre conscience. Je reçois tous les jours des mails d'auteurs, d'autrices, ils disent « Oh là là, j'ai reçu un refus, j'abandonne » et tout. Non, en fait, ça fait partie du jeu. Il faut partir du principe qu'il y aura 99% de refus, et puis qu'à un moment, peut-être, on va tomber sur la bonne personne qui saura défendre le texte, parce que c'est à la fois une question de marché, mais c'est aussi une question de personne. Ça va dépendre de qui va vous lire, de qui va vous défendre une fois qu'il va recevoir le manuscrit. Un même manuscrit peut être lu par 2 personnes différentes et avoir 2 retours différents. Il y a un côté très subjectif, parce que ça reste de la création, ça reste de l'art, une forme d'art, l'écriture. Et c'est comme quand on regarde un tableau dans un musée, il y a des gens qui vont dire « Waouh, c'est magnifique, j'ai jamais vu un truc aussi beau », puis il y en a qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette croûte ?» C'est exactement la même chose quand on reçoit un manuscrit. Donc il y a ce côté très subjectif. Après, quand on connaît les attentes du marché bien précisément, en tant que lecteur, on est quand même capable de savoir ce qui peut se vendre. Parce que ça, c'est un truc... Je sais que ça ne fait pas plaisir aux auteurs, autrices. Je me doute que s'il y en a parmi vous, vous allez fustiger, me dire « Mais le livre, c'est un produit commercial. Et nous, quand on reçoit quelque chose, on doit avoir le coup de cœur pour le texte, se dire « Oui, on a envie de le défendre, mais surtout, on doit être capable de le vendre. » Et ça, c'est un autre problème. Parce que signer un livre, un contrat, proposer un contrat d'édition... Je le sais que vous, auteurs et autrices, vous n'êtes pas les plus payés, vous êtes même voire presque les moins payés de toute cette histoire, et ça me chagrine pour vous. Je suis la première à le dire que les droits d'auteur ne sont pas suffisants en France, mais malheureusement, on a besoin d'avoir quelque part une garantie. On a besoin de savoir que ça va se vendre. C'est pour ça que les auteurs, autrices de saga ont beaucoup de mal à se positionner sur le marché, parce que c'est effrayant pour une maison d'édition de publier une saga. Dire, bah ouais, si le tome 1 flop, on fait quoi en fait? Ouais. Donc il y a beaucoup d'enjeux commerciaux aussi. Question de locate, question délicate. Les futurs nouveaux écrivains peuvent-ils financièrement s'offrir votre service, sans rentrer peut-être dans les détails, parce que, voilà, à mon avis, de ce que j'ai compris, mais tu peux peut-être expliquer, je pense que tu fonctionnes avec des devis, parce qu'une demande n'est pas l'autre, un projet n'est pas l'autre. Mais globalement, la question, est-ce que c'est une prestation de luxe qu'on peut s'offrir, ou bien que c'est quand même à la portée de quelqu'un qui aurait un projet? C'est relativement abordable. Alors, j'aurais bien aimé vous donner une fourchette hyper transparente. Je peux vous donner un exemple qui vous aidera pas du tout, à savoir que le moins cher des manuscrits que j'ai lus, ça devait être autour de 150 €. C'était un album jeunesse, donc ça m'a pris très peu de temps à lire. Il y avait très peu de travail. C'était un illustré petite enfance, donc vraiment très rapide. Et le plus cher, c'était pour une maison d'édition, c'était un manuscrit de 900 pages sur l'Anthropocène, donc un sujet très pointu et qui était très très gros, avec de la recherche, de l'iconographie, etc. Il y avait énormément de choses à faire, et c'était un devis à 1500. Ça n'arrive jamais, les devis à 1500, c'est très très rare, c'est marginal dans ma pratique métier. 1500 €, c'est environ le net qu'on peut toucher par mois quand on s'en sort bien en tant que lecteur, vous voyez, et c'est très rare, donc il ne faut pas non plus s'emballer. Voilà, je lis 4 manuscrits par mois, donc non, c'est abordable. Et puis moi, j'ai fait le choix, ça c'est vraiment moi et ma conscience, mais j'ai fait le choix et j'ai pris la décision de permettre aux auteurs et autrices de régler en plusieurs fois et d'échelonner, en fait, tout simplement parce que déjà, on est en période d'inflation de base, et en plus de ça, j'estime que de s'offrir une prestation de ce type-là, de la même manière corrigée ou autre, hein, peu importe le service, mais quand on fait appel à un prestataire en maison d'édition, enfin, pour éventuellement passer en maison d'édition ou s'auto-éditer, ça doit pas être un sacrifice qu'on fait. On doit pas se priver de manger, d'acheter un frigo, une télé ou d'habiller ses gosses juste pour pouvoir faire ça. Donc j'estime que ça doit rester accessible. On peut le faire quand on achète de l'électroménager, donc je vois pas pourquoi on fait pas. Il y a beaucoup de mes collègues qui me disent « Ah ouais, mais t'as pas peur qu'on ne paye pas ?» Ben non. Peut-être naïvement, j'essaye d'instaurer des relations de confiance et de travailler avec des gens dont je suis un peu sûre que ça va bien se passer. Puis de toute façon, un devis, quand c'est signé, ça engage la personne qui est en face. Si jamais il y a des problèmes, il y a des huissiers, il y a des juristes qui sont là pour régler le problème. Mais ça ne m'est jamais arrivé, donc je préfère faire confiance et travailler avec des gens qui respectent mon travail et à qui je fais confiance, et ça se passe globalement bien. Donc oui, en général, c'est relativement abordable. Et alors, beaucoup de personnes ont envie d'écrire, ça on le sent, tout le monde a quelque chose à raconter. C'est à la portée de tout le monde, d'après toi, d'écrire? C'est marrant, j'ai fait un TikTok hier sur ce sujet-là. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, savoir faire un livre, savoir raconter une histoire, écrire une histoire, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut, de la même manière, on peut être très bon pour inventer des histoires et ne pas être capable de l'écrire parce qu'on ne maîtrise pas les techniques rédactionnelles, ou qu'on n'a pas ce truc-là, cette sensibilité-là de plume, ou qu'on n'a pas encore une plume assez mature ou travaillée. Ça se travaille. Ça, je suis la première à dire que oui, on peut être au départ un cochon des mots, littéralement, et être bancal dans sa manière d'écrire et s'améliorer parce qu'on travaille pour ça. Je pense que sincèrement, quand on travaille fort, on finit par progresser, en fait, tout simplement. Par contre, il y a des gens qui écrivent très très bien
qui ont une très belle plume, ils sont infoutus d'écrire une histoire qui se tient. Et en fait, c'est pas du tout, il faut pas partir du principe que oh, j'écris mal alors je peux pas écrire un roman, ou au contraire, ah, j'écris bien donc ça fera un bon roman. C'est pas du tout la même chose en fait. On peut écrire très bien et pas être capable de raconter une histoire. On peut aussi savoir faire les deux et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais non, je pense que les gens qui ont envie d'écrire, ils écrivent et il faut qu'ils s'entraînent, et il faut qu'ils s'exercent et qu'ils travaillent pour ça. Si c'est une envie de base et que personne n'a le couteau sous la gorge, je veux dire, on se force pas à écrire pour se forcer à écrire, bah il faut y aller quoi, il faut se lancer. Au pire, ça marche pas, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Ça blesse un peu l'ego, mais au final, ça permet de progresser. Hein. C'est jamais des erreurs, des échecs, c'est des apprentissages. Et toi, t'as déjà eu envie d'écrire un roman? J'ai déjà écrit, j'ai déjà été publié, ça m'a pas plu du tout, et du coup j'ai arrêté. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? En fait, je me suis rendu compte, alors, je vais essayer de ne choquer personne avec ce que je dis, on va me prendre pour une personne asociale, que je suis probablement un petit peu sur le fond. En fait, j'ai plein d'histoires dans la tête, j'adore les écrire, une fois qu'elles sont sorties de ma tête, ça ne m'intéresse pas du tout de les partager ou de savoir ce que les gens en pensent, et ça c'est pire, parce qu'une fois je me suis retrouvée sur un salon, assise derrière une table, et il y a une dame qui est venue me demander pourquoi il y avait je ne sais plus quel détail sur le porte-clés d'un personnage dans ma nouvelle. Sauf qu'en fait, c'est juste, je me suis dit, bah tiens, il va y avoir un truc sur son porte-clés, mais c'était pas réfléchi, c'était un truc qui sortait de ma tête à ce moment-là. Et en fait, elle m'a tellement harcelée pour savoir ce qu'il y avait écrit dessus, je me suis dit, ah putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il y a sur ce porte-clés en vrai? Oh là là, ça me saoule. Et moi, j'étais plus jeune, mais aujourd'hui encore, j'ai pas cette envie de partager ce que j'écris avec les gens. J'ai plaisir à écrire pour les autres. Clairement, si j'avais Tu aimes le travail de l'ombre? C'est quelque chose qui t'attire très fort? C'est exactement pour ça que je fais ce métier. J'aime pas du tout être dans la lumière sur... alors, tu vas me dire, t'es sur TikTok, tout le monde voit ta tête partout. Oui, mais je parle de mon métier. Mon Dieu, mais tu lis dans mes pensées, c'est incroyable. Ouais, parce que je te vois venir avec tes gros sabots, là, je me suis dit, bah, me dire, oui, mais pourquoi t'es sur TikTok, t'es suivi par plein de gens. Oui, mais en fait, parler... Non, j'allais dire, tu es sur Twitch pour l'instant, c'est déjà très bien. Mais en fait, j'ai pas j'aime bien travailler dans l'ombre. D'ailleurs, si j'avais dû faire de l'écriture mon métier, par un moment, j'étais rédactrice web et j'écrivais des articles médicaux pour des médecins, donc du coup, j'écrivais pour les autres. J'ai pas de problème à écrire pour les autres du moment que c'est pas en mon nom. Mais j'ai pas du tout envie d'être la face publique d'une histoire. Ça, c'est un truc... J'ai travaillé comme libraire sur des salons du livre. Hein. J'ai vu que pour certains, c'était un calvaire de rencontrer leurs lecteurs, y compris des grands auteurs. Ils sont mal à l'aise, c'est pas le truc qu'ils veulent faire. Et eux, ils aiment écrire dans leur bureau ou je ne sais où, et ils prennent plaisir à écrire, mais une fois que ça sort de leur tête et que c'est posé sur le papier, c'est pas leur univers, quoi. Ils sont pas dans leur monde. Et ben, j'ai un peu ce problème-là. J'ai plein d'idées, et voilà. Mais j'ai juste pas envie de... Voilà. Je suis asociale, voilà, vous avez compris. Mais j'irai pas jusque-là, ça doit être plus compliqué que ça. Tu connais pas, un petit peu. Mais c'est bien, moi j'aime bien les gens qui ont ce trait de caractère aussi. Tu viens d'ouvrir ton... Ça j'ai vu par contre aussi sur TikTok, tu viens d'ouvrir l'agenda 2024, si j'ai bien suivi. Est-ce que ça se bouscule au portillon? Parce que j'ai cru comprendre que, si je dis pas de bêtises, tu avais 40 plages disponibles et qu'il y avait déjà une file d'attente de 2023. Et donc ça se passe comment? Il y a foule. Il y avait 38 personnes sur la liste d'attente, dont des auteurs-autrices avec lesquels j'ai travaillé cette année ou l'année dernière, qui ont écrit des tomes 2, des tomes 3 pour leur saga, et qui naturellement m'ont dit « Aude, en 2024, on retravaille ensemble, puisqu'il y a le tome 2 ou le tome 3 ». Donc ceux-là, évidemment, directement, bah là, hier, typiquement, j'ai une autrice qui m'a dit « Voilà, j'ai écrit ça, je veux un devis ». Je ne vais pas refait de call découverte pour lui expliquer comment je travaille, on a déjà collaboré ensemble, elle sait comment je bosse. Elle m'a juste dit « Est-ce que tu peux me faire le devis ?» Je lui ai fait le devis, elle m'a dit « Ok, c'est bon, je signe. » Voilà. Donc mon mois de janvier est quasiment plein, et je me dis bon, ben voilà, je sais que j'ai une dizaine de rendez-vous prévus là dans la semaine qui arrive. J'en ai un demain, puis j'en ai un par jour, tous les jours la semaine prochaine. Je ne sais pas, peut-être que ça signera pas et que ça mettra très longtemps à se remplir, ou peut-être que ça va se remplir d'un coup, je ne sais pas. L'année dernière, ça s'est rempli, concrètement, là, en mars-avril de cette année, j'avais rempli mon année. Donc, ouais. C'est un côté rassurant, parce qu'il faut du courage, de la détermination, comme ça, pour lancer son activité. En 2 mots, tu retiens quoi aujourd'hui, avec le recul? Tout a l'air de très bien se passer. J'ai beaucoup galéré. En fait, les gens se rendent pas compte quand ils me voient faire le clown sur TikTok, comme certains rageux me le disent de temps en temps en commentaire, va travailler au lieu de faire le clown sur TikTok. En fait, pendant 3 ans, les 3 premières années, j'ai énormément galéré, c'est-à-dire que clairement, j'y arrivais pas parce qu'en fait, je sortais de ce système où on était payé 70 € par manuscrit.
j'étais étudiante, donc ça me dérangeait pas, sauf que quand on te met à son compte, on a des charges, on a des impôts, et voilà, et bon, je serais ravie de ne pas payer de charges, voilà, mais c'est pas le cas. Et du coup, quand on gagne si peu, on se retrouve avec rien. Donc du coup, j'ai travaillé à côté, pour ça que j'ai été libraire aussi, parce que j'avais besoin d'argent concrètement. J'ai continué, j'étais en double activité, j'étais à la fois libraire et en même temps je faisais ça le soir, je dormais pas beaucoup, c'était hyper fatigant. Mais j'ai jamais regretté parce qu'en fait j'ai cet esprit de contradiction. Clairement, quand je suis allée démarcher des maisons d'édition au début, quand j'ai commencé, en leur disant ce que je voulais faire, ils m'ont rayonné, ils m'ont dit tu penses franchement que des gens vont te payer de manière indépendante pour faire ce travail, mais tu y arriveras jamais. Et en fait, au lieu juste de m'abattre, je me suis dit, quelle bande de ploucs. Et en fait, ça m'a donné de la motivation pour leur prouver qu'ils avaient tort. Et pendant 3 ans, ça a été des galères pas possibles. Après, il y a eu TikTok et ça a explosé d'un coup. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, j'ai bien fait en fait. J'ai bien fait de m'accrocher. Et si tu m'accordes encore quelques minutes, c'est promis. Pas jusqu'à 2h du matin, je promets. Je suis pas pressée de toute façon, donc tu peux y aller. Écoute, c'est parce qu'on vient d'en parler, c'était les questions qui suivent, mais elles sont, je pense, très importantes. On va parler de TikTok. Les rageux, comme tu dis, parlent de clown. Eh ben, écoute, moi, je dois te remercier. Je te l'avais déjà dit en dehors, mais je le répète parce que c'est vraiment important. Quand j'ai lancé cette chaîne, on m'a dit il faut aller sur TikTok, c'est là que ça se passe, ok. Dans cet océan, et je pèse mes mots, de choses étranges, vraiment, que j'ai pu voir à mon arrivée sur TikTok, et je me disais, pour dire comme les jeunes, mais what? Enfin, c'était incroyable, je ne comprenais pas ce que j'avais sous les yeux et je n'arrivais pas à l'arrêter, c'était assez terrible. Je suis tombé sur tes vidéos assez rapidement, parce que je cherchais des choses sur les livres. Enfin, en gros, si je vous résume ma petite expérience, je me suis dit, en voyant, en écoutant ce que tu disais, ok, je reste, il y a des personnes intéressantes ici. Si tu n'existais pas, aujourd'hui, je ne serais probablement plus sur TikTok. Et du coup, ma question, c'est, parce que je vous invite à aller voir, si vous vous dites que TikTok est un truc excessivement bizarre, pas très intéressant, les vidéos que tu fais, je trouve, justement, elles vulgarisent beaucoup de choses, elles sont intéressantes. Comment est-ce que tu utilises, toi, les réseaux sociaux, et donc plus spécifiquement TikTok, qui est un peu ta rampe de lancement, comme tu le disais juste avant? Alors, en fait, moi, les 2 canaux que j'utilise principalement, c'est Instagram et TikTok sur mon compte Instagram pro. Sur mon compte Instagram pro, je vais partir d'une thématique et je vais faire un post sur un sujet. Et au-delà de ça, il y a tout le côté, ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire que les gens, ils travaillent ils m'embauchent pour mes compétences, mais ils m'engagent aussi pour ma personnalité et pour ce que je suis en tant que personne. Et donc, sur ce réseau-là, il y a beaucoup de partages complètement informels de trucs qui n'ont rien à voir aussi avec mon métier, mais qui font partie de mon quotidien d'entrepreneur. Typiquement, quand j'ai monté ma formation, j'ai beaucoup partagé le process de création de cette formation, les doutes, le stress que ça pouvait être, pour que les gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière, en fait. C'est un peu les coulisses de mon activité. Et j'ai beaucoup créé de liens avec des auteurs, autrices qui me suivent et qui, derrière, sont devenus des clients, qui ont travaillé avec moi parce qu'ils avaient l'impression de connaître un peu la personne que je suis, même si finalement, ce qu'ils voient de moi, c'est ce que je fais de mes journées, c'est-à-dire lire des manuscrits, écrire des dossiers. Je leur montre quelques chutes quand je pars à l'escalade. Je leur montre toutes mes plantes parce qu'ils savent que j'aime les plantes et qu'ils me demandent « Ah, tu peux nous montrer tes plantes ?» Et voilà. Et donc, ça crée du lien, en fait, avec les gens et de la proximité. Donc, c'est un lien de confiance qui se crée. Donc ça, je l'utilise beaucoup pour ça. Et TikTok, ça va être plus pour distiller mon expertise à plus grande échelle, parce que TikTok a ce qu'on appelle un algorithme d'intérêt. Donc, dans tes pour toi, quand tu scrolles sur TikTok, tu vas avoir des trucs qui, normalement, si tu passes un peu de temps, vont être ciblés à tes centres d'intérêt. C'est parce que tu passes pas assez de temps. Mais globalement, c'est ça. C'est pour toi. Tu as percé mon terrible secret. Je ne le fais pas très souvent, c'est vrai. J'ai des trucs improbables. J'ai très peu de trucs de livres, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, je regarde tout, sauf des trucs de livres, parce que je suis déjà dans ce milieu-là, j'ai pas envie en plus sur mon TikTok d'avoir que ça. Donc oui, j'ai quelques professionnels que je suis parce que j'aime bien leur contenu ou j'aime bien la personne, mais voilà, je vais avoir des vidéos de bricolage, je sais pas, de la musique, des trucs qui m'intéressent, ou des vidéos d'escalade. J'ai 50 000 trucs d'escalade dans mes trucs parce que c'est un algorithme qui a compris que c'était des choses qui m'intéressaient. Ou pareil, j'ai des recommandations de bande dessinée parce que je lis principalement de la bande dessinée que je chronique tous les jeudis sur TikTok, et du coup, il me propose des chroniques de bande dessinée, ça me donne des idées de lecture, etc. En fait, TikTok, c'est un algorithme d'intérêt donc qui ne fonctionne bien que si on l'utilise régulièrement et que l'algorithme a compris ce qui nous intéresse. Parce que du coup,
au fur et à mesure du temps, ça va devenir les sélections de vidéos qui vont être proposées vont être de plus en plus pertinentes. Et quand on poste du contenu, au début, on n'a pas de visibilité. TikTok ne va pas savoir vers qui envoyer la vidéo. Parce que on est personne sur la plateforme quand on se lance. Ils savent pas ce qu'on aime, ils savent pas avec qui on interagit, ils voient pas. Donc il faut le temps que l'algorithme comprenne ce qui t'intéresse, les types de contenus avec lesquels tu interagis pour pouvoir pousser les vidéos que tu vas poster vers les personnes qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc ça prend un peu de temps. Et puis des fois, tu as une vidéo qui perce pour je ne sais quelle raison. Et après, il y a des gens, hop, t'apparais dans les pour toi de tout le monde et tout le monde voit ta tête. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai rien compris. Hein. Un matin, je me suis levée, j'avais, je sais plus, 600 notifications, je ne sais plus ce qui se passe. J'ai regardé, j'avais une de mes vidéos qui avait fait plus de 100 000 vues dans la nuit. Moi, je me suis dit, comment je vais... Alors, bon, là, mon côté asocial, c'était dit, oh là là, je vais pas gérer les commentaires, je sais pas quoi faire, machin. Et puis on s'y fait après. Mais ouais, et c'est vraiment l'endroit aujourd'hui où la communauté du livre est la plus représentée. C'est pas pour rien que TikTok a sponsorisé le Festival du Livre de Paris cette année. Hein. Pareil, il faut voir les choses, ils ont même fait de la pub. BookTok, le réseau pour le livre, ils ont fait de la pub qui est passée à la télé en France. Donc, c'est vraiment un réseau qui est positionné, bien positionné, en tout cas pour le livre et pour les auteurs. Il y en a plein qui vont me dire oui, mais je suis déjà sur TikTok et ça marche pas parce que je parle de mes livres, mais personne ne regarde. Parce que ça prend du temps et parce qu'il faut poster beaucoup. Et il faut poster surtout du contenu intéressant. Il faut s'intéresser à comment fonctionne l'algorithme pour pouvoir développer sa visibilité. Ça prend du temps. Comme tout ce qui vaut la peine. Et tu disais, c'est partager ton expertise. Alors, on peut prendre des exemples, mais ce que tu fais beaucoup, c'est vulgariser, je le disais, recadrer les fausses infos. Moi, j'adore, parce que moi, j'adore. on a, c'est ça qui est amusant, on a un peu le même objectif, on le fait avec une manière différente, mais au final, c'est un peu les mêmes valeurs qu'il y a derrière. C'est quoi ton quotidien? C'est justement de voir passer des informations qui sont très à côté de la plaque ou un tout petit peu à côté de la plaque. Mes sujets TikTok, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment je trouve mes idées de vidéos, parce qu'il y en a qui me disent mais c'est pas possible, il n'y a pas 50 000 trucs à dire, à un moment tu vas... Non, parce que je reçois des dingueries dans ma boîte mail et dans mes MP, je reçois des questions, des fois je me dis non ça va, j'ai encore 10-15 ans à faire, c'est tranquille, ça va, tout va bien. Non, en vrai, parce que je reçois parce que des fois, en fait aussi, quand je vois des vidéos de mes collègues... éditeurs, éditrices ou qui travaillent dans le milieu du livre, je regarde les commentaires aussi. Je passe souvent plus de temps à regarder les commentaires qu'à écouter ce qui se dit. Parce que c'est des choses souvent que je sais déjà quand ça parle de livres ou d'édition, c'est mon milieu, donc voilà. Mais donc je regarde les commentaires et je regarde les questions qui sont posées. Et je me dis, ok, il y a encore du boulot. Et du coup, je récupère des idées de questions, je me les note, et après je sais que je vais produire du contenu pour aller casser tous ces trucs qu'on voit passer partout et qui sont totalement bancals, quoi, et qui sont pour le coup de la désinformation. Un puits d'inspiration sans fond. Après, Kiko nous dit qu'effectivement, TikTok, ils sont un peu moins bien positionnés sur les lois européennes, mais ça, c'est un autre débat, effectivement, tout petit peu, mais ça fait du bien d'en parler quand même. Tu as ce sentiment quand même, avec les commentaires que tu lis, que les gens sont complètement perdus face au milieu littéraire, à cette fameuse chaîne du livre que personne n'apprend finalement, à part des gens qui sont bien obligés puisqu'ils sont dedans. En fait, aujourd'hui, à part des personnes qui s'y intéressent de manière spécifique, qui est capable de me citer toutes les étapes de production d'un livre? Comme ça, sans s'y être spécialement intéressé, juste j'aime lire, tiens, comment c'est fait un livre? Qui connaît vraiment toutes les étapes? Et toutes ces étapes-là, elles sont faites par des gens qui ont des métiers spécifiques, qui composent cette chaîne du livre. Il y en a plein qui... Moi, quand j'étais libraire, c'était terrible. Hein. Il y avait des gens qui arrivaient à la caisse de ma librairie. Alors, je ne sais pas si vous avez en Belgique une loi pour le prix unique du livre. Je ne connais pas le marché belge, donc mais je suppose que ça ne va pas être très très loin de ce qu'on a en France, c'est plus ou moins la même chose, oui. Voilà, et il y a des gens qui viennent à la librairie qui disent « Non, mais je vais l'acheter à la FNAC, ce sera moins cher. » Et là, je dis, mais non, ça ne sera pas moins cher. Tu auras les mêmes 5% qu'avec ta carte de fidélité ici, mais pas plus parce que le prix, il est plafonné, en fait. Tu peux rien faire. Mais ça, c'est des infos de base, de consommation. C'est des trucs bêtes ou c'est des trucs du genre, mais je dois payer combien la maison d'édition pour être publiée? Rien du tout, en fait. Si tu es éditeur en maison d'édition, c'est l'éditeur qui te paye pour utiliser ton livre et le vendre. C'est pas l'inverse, c'est pas toi qui le payes pour faire un livre. Et ça, c'est pas clair dans la tête des gens, parce qu'il y a des maisons d'édition peu scrupuleuses qui se revendiquent être des maisons d'édition, qui sont en fait des comptes d'auteurs ou du compte participatif. J'ai reçu des contrats où des maisons d'édition participatives demandaient à des auteurs de renoncer à leurs droits d'auteur pour publier les auteurs suivants. C'est une honte, en fait.
Alors, on pourrait en parler des heures, mais ça, c'est ce genre de truc, ça circule après. Parce que les gens disent, oui, non, mais c'est bon, moi, je suis dans une maison participative, j'ai renoncé à mes droits, et du coup, bah, tous les auteurs suivants sont, non, mais oh, on a vu ça où? C'est pas du bénévolat d'écrire un livre, ça prend du temps, c'est du travail. Et tout travail mérite salaire, aussi petit soit-il, parce que ben, les droits d'auteur sont pas très hauts. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça qui circulent. Beaucoup, beaucoup. Et malgré le fait que nous, professionnels, on essaie d'informer. Non, on paye pas pour se faire éditer. Non, on renonce pas à ses droits d'auteur. Oui, on a le droit de négocier un contrat. Non, tu ne choisiras pas ta couverture en maison d'édition. Enfin, c'est des choses, voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas, parce que les éditeurs, les maisons d'édition communiquent très très peu en fait sur leur fonctionnement. On devrait en parler à l'école de tout ça? À l'école, peut-être pas, mais je pense qu'en médiathèque, il pourrait y avoir un peu de médiation autour du livre en général. Pas juste qu'est-ce qu'on doit lire, les livres tendances, voilà, parce qu'aujourd'hui, le marché du livre est quand même beaucoup dominé par les réseaux sociaux, beaucoup dirigé aussi, on le voit en librairie, les livres vus sur TikTok, machin. Donc, bon, le marché est un peu déséquilibré à cause de ça, mais en médiathèque, je pense qu'on a cet espace de médiation qui devrait permettre normalement de créer des petits ateliers découvertes, peut-être pour les enfants, pour les jeunes, ou dans les collèges, lycées, de sensibiliser au livre un petit peu. Alors, ils ont clairement pas le temps de le faire, hein, et je l'entends totalement, parce que y a des choses un peu plus prioritaires, genre les maths. Mais en vrai, oui, je pense qu'il y aurait l'espace de le faire, mais que les gens le font pas. Moi, je rêverais d'intervenir dans des médiathèques pour justement pour sensibiliser, pour expliquer, raconter un petit peu comment ça se passe derrière. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore trop ce truc-là. Et via TikTok, via tout ce que tu peux faire, tu sens qu'il y a l'intérêt quand même des personnes. On cherche mais on trouve pas les infos. Et pareil pour les auteurs, il n'y a pas d'école pour devenir écrivain. Et donc, les gens sont un peu perdus et cherchent, tu le disais tout à l'heure. C'est ça pour l'instant le monde en tout cas du livre. C'est un peu ça. C'est le Far West. Il y a une incompréhension aussi en fait, il y a une incompréhension actuelle du prix du livre. Ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Et ça se répercute aussi du côté des auteurs, autrices, parce que ils percutent pas forcément pourquoi ils touchent si peu, alors que c'est eux qui font le gros du travail. Et ça s'entend en fait, hein, le raisonnement se comprend totalement, et je suis la première à me battre et à militer pour que les droits d'auteur moyens en France soient augmentés, parce que je trouve que c'est indécent, voilà, clairement, on va dire les choses. Mais il y a ce truc de d'accord, les points de vente, ils gagnent 30% du prix du livre. Bah super, moi avec mes 8 ou 5%, super, c'est moi qui l'ai écrit le bouquin en fait. Bah ouais, ça, c'est des trucs qui reviennent souvent. Hein. Mais en fait, ils se rendent pas compte que l'imprimeur, le revendeur, il va pas juste vendre en fait. Il y a toute la logistique derrière. C'est-à-dire qu'il va devoir recevoir des représentants, gérer les stocks, faire du réassort, fixer des prix, mettre des étiquettes, il y a toute une gestion de stock, parce que celui qui vend, puis déjà c'est le bout de la chaîne, hein. S'il y a personne qui vend, il y a personne qui lit. Ça, c'est un gros poste énorme en fait pour le prix du livre, la répartition du prix du livre. Mais les éditeurs, ils gagnent pas des milliers et des cents. Il y en a aussi qui pensent que les éditeurs s'en foutent plein les poches. Ils disent ouais, mais les maisons d'édition, de toute façon. Mais vous croyez pas quand même que sur un livre à 20 €, ils gagnent 20 €? C'est pas possible. Eux, ils touchent à peu près 13-14% du prix du livre. C'est plus que l'auteur, on est d'accord. Mais sans ce travail qui a été fait, sans cette coordination éditoriale, il n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait pas d'objet livre, j'entends. Donc en fait, il y a cette méconnaissance du marché, et puis les gens comparent avec le marché anglo-saxon et la chaîne du livre aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, qui n'est pas la même, où il y a beaucoup moins d'intermédiaires, et du coup, le livre est vendu moins cher. Les gens me disent ah oui, mais le livre numérique c'est cher, c'est plus cher qu'un poche parfois. Ouais, mais c'est pas la même chaîne du livre, c'est la même histoire, mais c'est pas le même format, et ça se travaille. Et il y a c'est de la sous-traitance, il y a des sociétés qui sont là pour faire ça. Il y a un énorme travail sur le livre numérique. Les gens ils pensent que c'est juste on embarque un PDF sur une liseuse et puis voilà, c'est réglé. Non. Il y a beaucoup de travail derrière un livre numérique, et ça, les gens ne le perçoivent pas. Parce que c'est plus facile de remettre un livre, de le rééditer d'un grand format à un format poche, que de l'imprimer, de changer de format en papier. C'est plus facile de rattraper une maquette que de le faire un livre numérique. Et les gens ne le perçoivent pas du tout. Donc, il y a ce truc, oui, mais de toute façon, c'est cher, et puis machin. Et donc, ça crée des discussions et des échanges parfois qui sont hyper stériles entre des gens qui se renvoient la balle. Oui, c'est cher. Non, c'est moins cher sur Amazon. Et puis eux aussi. Et puis les auteurs, ils s'en foutent plein les poches. Et puis ceux-là, ils gagnent pas assez. Et puis les éditeurs, c'est des arnaqueurs. Et puis... Donc, ça fait du contenu, quoi. En gros, il y a des sujets de débat régulièrement. Tout le temps. Et bête question, toi, tu disais tout le monde doit être rémunéré dans la chaîne du livre. Oui. La répartition, c'est le camembert qu'on voit très très souvent de qui gagne quoi. C'est quelque chose qui est cohérent pour toi ? On saurait pas faire autrement ? Alors, ça dépend ce que tu veux savoir. Tu veux connaître mon avis professionnel sur le sujet ou tu veux connaître mon avis personnel sur le sujet ?
Comme tu veux. Mais c'est parce que je t'entends, mais comme ça je te laisse réfléchir à laquelle partie tu préfères, mais ce qui est frappant pour beaucoup de personnes, et moi je l'ai entendu plein de fois, c'est-à-dire qu'on peut en tant qu'auteur dire ça ne me dérange pas de gagner, je sais pas, la plupart c'est 8 à 12% si on est très 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 fort en Ouais. négociation, mais ces mêmes gens disent du coup ça fait quoi, 1,50 €, 1,60 €, puis évidemment nous on paye les impôts aussi, hein, vous savez, donc en fait sur ça on doit aussi enlever une partie pour les impôts, mais by the way, si on en vend 500 000, ça va. 1,50 €, moi perso, si j'en vends 500 000, ça me va, vous tracassez pas. Le problème, c'est que si on en vend 800, pour certains auteurs, on leur dit que c'est un miracle. Et c'est là où, en fait, il y a parfois des problèmes. Et les parties de la chaîne où ils sont censés faire un travail avec un pourcentage, mais on voit concrètement sur le terrain que c'est pas fait. Et donc, sur certains points, il y a des choses flagrantes pour certaines personnes, mais, mais c'est ça qui est compliqué à faire comprendre. Une situation d'un auteur n'est pas celle du voisin et n'est pas C'est celle de ça. l'éditeur à côté. C'est On très peut très pas compliqué, mais ce fameux camembert, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, est-ce qu'on pourrait le modifier un petit peu, d'après toi, pour que ce soit Alors, intelligent? on pourrait le modifier si on supprimait des acteurs de la chaîne du livre. Comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en Angleterre, où il n'y a pas ces circuits de distribution, en fait. Parce que la distribution en France est un gros poste de dépense pour la chaîne du livre. Et en fait, ces circuits-là, ils sont beaucoup plus courts. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires. D'ailleurs, à l'étranger, un auteur, il passe par un agent, en fait, la plupart du temps. Et l'agent, il va se charger de négocier le contrat correctement. En France, il y a des agences littéraires, il n'y en a pas assez à mon goût, et malheureusement, elles croulent sous le travail, donc elles ne peuvent pas représenter un nombre énorme d'auteurs et d'autrices, parce que quand il y a des agents derrière pour négocier, c'est pas pour rien hein, que les gros vendeurs de livres, les gros auteurs du moment, ceux qu'on voit le plus, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils ont commencé, comme tout le monde, voilà, en proposant leur manuscrit, ça a marché, et tant mieux, mais aujourd'hui, ils sont représentés par des agents. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est pas pour rien que Musso il a changé de maison d'édition. Il était chez XO, il est passé chez Calman, mais pourquoi ? Parce qu'on a négocié beaucoup mieux son contrat, parce qu'il est passé d'une petite structure à une structure qui avait plus de moyens avec un contrat négocié. En fait, il y a toute cette question-là. Donc déjà, si on avait une chaîne du livre plus courte, évidemment que les répartitions seraient plus équitables, en tout cas plus en faveur de l'auteur. Et sur les choses qui sont souvent pointées du doigt comme n'étant pas faites ou pas bien faites, effectivement, tu as raison sur le sujet. Il y a des choses. Alors, on ne va pas citer de nom, on n'est pas ici pour faire un procès. Il y a des maisons d'édition dans lesquelles, actuellement, c'est souvent des structures indépendantes. J'ai absolument rien contre les éditeurs indépendants. Je suis la première à adorer aller sur les salons d'éditeurs indépendants, d'ailleurs. En fait, il faut comprendre qu'une maison d'édition indépendante, elle va avoir moins de moyens. Au global, je veux dire, elle va avoir moins de moyens. Donc, elle va choisir des postes de dépenses qui sont, selon elle, prioritaires. Et souvent, les postes de dépenses pas du tout prioritaires, c'est la correction. Ça peut sembler complètement, complètement fantasque, mais ils préfèrent avoir un livre beau, mais où il reste des coquilles, qu'un livre moche, hyper bien corrigé. Parce qu'un livre beau, même truffé de fautes, se vendra plus facilement qu'un livre moche. Et ça, c'est une vérité. Je veux dire, aujourd'hui, le marché du livre, promenez-vous dans les librairies et regardez le type de couverture. Déjà, vous allez voir qu'il y a des tendances en termes de visuel, de graphisme. Et en plus de ça, les titres qui sont le plus vendus ont des couvertures similaires en termes de charte graphique, même si c'est des maisons d'édition qui sont très différentes, parce qu'il y a des tendances. Donc ces maisons-là, elles préfèrent mettre le prix et leur budget sur des choses, on va dire, plus esthétiques, cosmétiques, on peut même dire, que de payer un correcteur. Ce qui va faire que ils vont utiliser des logiciels de correction. Alors oui, c'est des logiciels professionnels. On parle de Antidote, on parle de Prolexis, il y en a d'autres. Mais c'est pas des humains, c'est des outils. De la même manière, quand vous corrigez un texte sur Word, il va voir certaines fautes, mais il va pas voir toutes les fautes. Et puis en plus, ça marche sur des algorithmes. Donc, pour peu qu'il y ait une coquille ou une faute d'orthographe qu'il n'a pas assimilée comme étant une faute d'orthographe, en fait, il va pas vous le signaler. C'est exactement la même chose pour ces logiciels-là. Donc, ça ne remplacera jamais l'œil humain. Et moi, j'ai travaillé dans des maisons d'édition indépendantes où je faisais de la correction. Moi qui avais 2 en dictée quand j'étais gosse. Donc, il y a des choses qui s'expliquent. Bon, j'étais stagiaire à l'époque, on se calme, hein, d'accord. Mais il y a vraiment les trucs que j'ai laissés passer. Parce que je passe ma vie à laisser des coquilles. On est des humains, hein, tout le monde fait des fautes. Vous ne pensez pas quand même que les auteurs, même mondialement connus, ne font pas de fautes d'orthographe. Hein. Il y a des gens en interne qui corrigent, en fait. Les auteurs sont corrigés. D'ailleurs, conseil que je donne à tous les auteurs-autrices, si vous envoyez votre texte en maison d'édition, faites-le corriger avant par des professionnels. C'est un conseil que je vous donne. Mais aujourd'hui, si on a le choix entre 2 histoires relativement similaires ou pour lequel on a un coup de cœur, on va prendre celle sur laquelle il y aura le moins de travail. Et le moins de travail, ça passe par l'orthographe. Donc les gens disent, oui, mais il y a des correcteurs en maison d'édition. Ouais, oui, il y en a.
Mais le truc, c'est très de corriger avant, parce que ça mettra encore plus de chances de votre côté. Vraiment. Donc voilà, la correction fait partie de ces postes-là, qui sont souvent négligés, parce que payer un logiciel de correction, c'est clairement moins cher que de payer un correcteur, même en freelance. Parce que souvent, maintenant, c'est aujourd'hui principalement des externes qui bossent pour les maisons d'édition, parce que il y a très très peu encore de correcteurs internes. Quand j'étais stagiaire ma première année d'études, ils avaient encore un correcteur en interne qui était salarié de la maison d'édition. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y travaille encore, mais c'était une des rares maisons où il y avait encore un correcteur in situ dans les locaux. Aujourd'hui, c'est principalement des freelances ou des externes. Et tu parlais d'antidote de Word, alors faites gaffe, pitié, si vous utilisez ça, c'est une machine avec ses qualités et puis aussi avec plein de défauts. Et donc, gardez l'œil humain derrière parce qu'il faut valider 2-3 trucs. Mais je me disais, est-ce que toi, il y a eu tout un débat avec ChatGPT et tous ses potes, on en a parlé, ça fait peur à certains métiers. Est-ce que toi, tu crains pour ton activité, pour ce que tu fais? Est-ce que tu t'es dit, oula, chaud aux fesses là, ça sent pas bon. Un jour, une machine pourrait analyser ce que tu disais, un retour de lecture, en fonction de ce qui existe. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu te dis déjà, je vais déjà réfléchir à comment m'adapter? Non, en fait, si un jour mon métier disparaît, on m'a posé la question sur TikTok il n'y a pas très longtemps, c'est marrant. Oui, on m'a dit de toute façon, tu seras remplacé par des intelligences artificielles. Oui, comme beaucoup de gens en fait, comme les informaticiens, comme certains robots, comme des tas de corps de métier. En fait, je ferai autre chose, voilà, tout simplement. Je pense que je me reconvertirai. En vrai, je vais peut-être pas faire le même métier toute ma vie. Je suis assez ok avec ça en fait. Donc non, j'ai pas trop d'inquiétude. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais je suis plutôt, faut choisir ses combats. Pour l'instant, c'est clairement pas mon combat de me questionner là-dessus. Si jamais ça devait arriver, oui, je pense que je changerais complètement de métier, je ferais complètement autre chose. Mais en attendant, tu fais ce métier-là, très très beau métier, tu te l'as créé sur mesure, tu fais ce que tu aimes. Question très pratique pour terminer, mais c'est important, comment fait-on pour te solliciter? Comment ça se passe pour les gens que ça intéresse et qui nous écoutent, que ce soit maintenant ou en replay? Passer sur mon site, il y a une page contact où on m'envoie une demande. Si vous m'envoyez une petite demande, ou alors sur mes réseaux sociaux, sur Insta ou sur TikTok, on m'envoie une petite demande. Voilà, moi, si jamais vous n'avez pas le mail direct ou quoi, je vous donne mon mail direct. Dans la demande, essayez d'être précis. Ne me racontez pas de quoi parle votre roman, parce que je m'en fiche. Je vous le dis. En fait, un lecteur pro, ça lit à l'aveugle. On ne doit pas avoir d'informations sur ce qu'on va lire. Donc, on a juste besoin de savoir ce que c'est comme genre littéraire. Je veux pas savoir rien du tout, parce que sinon on part avec des a priori. Et donc une lecture professionnelle, c'est une lecture neutre, un œil neutre. Donc on n'a vraiment pas besoin de savoir de quoi ça parle. Le volume global du manuscrit, est-ce que vous l'avez terminé ou pas, parce que je ne travaille que sur des manuscrits terminés en bout de chaîne, parce que moi je suis vraiment l'intermédiaire entre vous et le canal d'édition. Donc en fait, il faut que le manuscrit soit, de votre point de vue, le plus abouti possible, même s'il sera toujours perfectible. Mais voilà, le plus abouti possible, et voilà, et dire bonjour. Dites bonjour dans vos mails, parce que je suis une personne quand même, parce qu'il y en a des fois, ils me disent, ouais, je voudrais que tu lises ça, je voudrais bien un devis. Bonjour. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Non, mais ouais. Donc via le site Mademoiselle Freelance, on met le lien régulièrement dans le chat, mais comme ça, vous avez ça. Via les réseaux sociaux... Moi j'adore cette question. Gérald demande si tu corriges aussi des chroniques. Parce qu'on a beaucoup de gens ici, chroniqueurs et autres blogueurs, qui galèrent un peu avec leurs chroniques. Ce serait marrant, lectrice professionnelle pour les chroniqueurs. Eh ben non, j'ai jamais fait ça. Il y a peut-être un truc à creuser. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. L'entrepreneur que je suis est en train de mouliner là. Non, je corrige pas les chroniques. Par contre... c'est des chroniques de vos propres romans ou c'est des chroniques de romans que vous avez lus? C'est pas la même chose. Alors, Gérald, c'est de romans qu'il a lus, a priori. Et plutôt, la tendance est plutôt ça, oui. Pour le coup, alors moi je rédige très peu de chroniques, mais j'en fais toutes les semaines puisque j'ai une chronique tous les jeudis qui s'appelle le Jeudi Lecture sur Insta. Et chaque jeudi, je présente en vidéo une bande dessinée, un manga ou un graphique, parce que c'est ce que j'aime lire, donc c'est ce que je présente le plus. Le conseil que je pourrais donner pour une bonne chronique, surtout quand c'est un livre qu'on n'a pas écrit soi-même, c'est de garder un œil objectif et de ne pas... Alors, ça dépend quel type de chronique c'est, mais si ça se veut professionnel, le but, c'est pas de cracher votre haine ou alors de lancer votre coup de cœur, mais de partir du principe que ça va être lu par des gens qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que vous. Donc, il leur faut des infos pertinentes à ces gens-là pour savoir si, en fonction de leur goût à eux, ça peut leur plaire. Donc, il faut mettre en avant des arguments qui ne sont pas forcément vos arguments de cœur à vous,
mais les arguments de lecteurs qui pourraient aimer ce genre-là, chose que j'essaye de faire moi le plus possible en disant, alors clairement j'ai détesté cette BD pour telle raison, parce que je décris pourquoi je n'ai pas aimé ou pourquoi j'ai aimé, mais derrière, je me dis, mais je pense que les amateurs de tel type, de telle chose, pour ci, pour ça, pourraient adorer, et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, parce que je sais en fait que les gens qui lisent des chroniques ou qui les regardent n'ont pas forcément les mêmes goûts que moi. Et ça, c'est le truc qu'il faut vraiment garder dans la tête à chaque fois qu'on critique un livre, surtout quand c'est pas le sien, de se dire, ok, j'ai mon avis à moi, je l'expose, je l'explicite surtout, j'explique le pourquoi, parce que dire j'aime pas, ça ne suffit pas. C'est j'aime parce que, je n'aime pas parce que. Et il faut que ce soit justifiable par des choses, des choses qui sont objectives, qui sont, voilà, qu'on peut constater. Et après, de s'intéresser aux gens qui n'ont pas les mêmes goûts que vous. Ça sera beaucoup plus inclusif dans la manière de partager une lecture. C'était un conseil, mais parce que je fais beaucoup de chroniques et du coup, je sais que c'est un truc souvent qui manque dans les chroniques sur lesquelles je tombe régulièrement, où je me dis, c'est dommage parce qu'on sent qu'elle n'a pas aimé, mais peut-être qu'en fait, il y a des gens qui auraient aimé, et c'est dommage de ne pas avoir parlé quand même des choses positives ou des choses qui pourraient plaire à d'autres. Donc voilà, c'était un conseil, mais... Et donc l'entrepreneuse mouline, peut-être, qui aurait des... En fait, je mouline à beaucoup de choses en ce moment. Ah bah oui, c'est compliqué. Entre les ateliers, les relectures, le calendrier qui s'ouvre, beaucoup de choses, et des débats partout, sur la chaîne du livre et autres. Donc il y a évidemment de quoi faire. Question traditionnelle avant de se dire au revoir pour ce soir. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps. Oui, on est complètement fou, on a un budget illimité là-dessus. Que tu te retrouves toi-même quand tu avais 10 ans. Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu te croisais? De ne rien changer du tout. En fait, c'est complètement bizarre comme conseil, mais quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, j'étais vraiment une gamine assez particulière. Très solitaire, qui aimait être seule, je détestais les travaux de groupe, je supportais pas de travailler avec des gens, et j'entendais beaucoup « Oh, essaye de t'adapter, essaye de rentrer dans le moule ». Et en fait, ça me faisait vachement souffrir d'essayer de me forcer à faire quelque chose qui était complètement contre nature pour moi, c'est-à-dire de me forcer à aller vers les gens, de me forcer à travailler en groupe, de me forcer à m'adapter tout le temps. Le jour où j'ai compris, bien plus tard, adulte, qu'en fait, la version de moi-même avec laquelle j'étais le plus à l'aise, c'était juste en étant moi-même et en me forçant pas à sortir de ce que je suis pour m'adapter en permanence, je me suis dit, ah ouais, en fait, tu t'es imposé beaucoup d'années de souffrance pour pas grand-chose finalement. Si t'avais juste assumé que t'étais bizarre dès le départ, ça se serait beaucoup mieux passé pour toi. Et si je me recroisais petite, je pense que je lui dirais, mais t'inquiète, en fait, ta bizarrerie t'en fera une force plus tard et ça va bien se passer. Donc ouais, c'est probablement ce que je me dirais. Et oui. Soyez bizarre, c'est important. On aime bien, quoi. La leçon du jour. Mais je pense qu'on l'est tous à notre manière, et donc, mais ça fait plaisir. Moi, j'aime bien ce type de message. Quels sont tes projets, en quelques mots, avant de se quitter? De monter cette fameuse formation sur les réseaux sociaux, enfin, au sujet des réseaux sociaux pour les médiathécaires qui se donne en octobre. Je dois en parallèle commencer à développer des ateliers pour les auteurs-autrices sur tout un tas de choses. Ce sera des ateliers en ligne, je pense. Qui seront des ateliers sur diverses thématiques à la fois rédactionnelles mais aussi plus techniques sur peut-être les réseaux sociaux, TikTok, Insta, tout ça pour leur apprendre un peu des choses, que ce soit un peu des petits ateliers de groupe. Donc ça, il faut que je m'y mette, mais j'ai tellement peu de temps pour me concentrer sur ce genre de projet que du coup je me disperse et c'est compliqué. Et j'aimerais bien avoir l'opportunité peut-être de développer mon activité de formatrice un peu hors de la région parisienne, partir en région ou dans d'autres zones francophones pour pouvoir rencontrer d'autres professionnels ou des auteurs ou intervenir en médiathèque. Ça, ce serait un truc que j'aimerais bien faire. Voilà. Et les ateliers, donc, est-ce que c'est financé par un organisme ou est-ce que c'est payant? Demande Kafka. Les formations que je donne actuellement aux professionnels sont en fait c'est le CNFPT, donc c'est le Centre de formation de la fonction publique territoriale qui me mandate pour créer des formations pour eux, pour les professionnels des métiers du livre en fait qu'ils ont en gestion, puisque les médiathèques en France sont gérées par l'État, enfin c'est des fonctionnaires en fait, du coup ils appartiennent aux collectivités, souvent ils travaillent en réseau et ils ont accès à ce fonds de formation, ils ont une cotisation en fait dans les collectivités et du coup c'est ce fonds de formation qui me mandate pour créer ces supports-là. Et les ateliers que je veux développer moi, ce sera complètement de manière indépendante et autonome. Je veux que ça reste en plus un mélange entre des ateliers entre auteurs, autrices, donc avec des petits groupes, une dizaine de personnes, que ce soit accessible au niveau du prix, donc très
très petit prix, que ce soit des ateliers de 2 heures, 2 heures et demie, où il y a beaucoup de partage et que ça permet aussi à des gens de se mettre en lien les uns avec les autres, parce que souvent, il y a des tas d'auteurs et d'autrices qui ont les mêmes difficultés, mais qui ne se connaissent pas, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un vaste océan, il y a beaucoup de gens, et ça permet aussi de créer des liens entre des gens qui ont peut-être les mêmes difficultés, les mêmes envies, ou des ambitions communes. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'objectif. Un bel objectif. Dans ce grand océan, je vais résumer les messages que je vois. Franchement, une belle surprise. Aude, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et c'est pas une surprise pour moi. J'ai été vraiment ravi de t'accueillir ici. J'espère que tu as passé un bon moment. Il n'est pas 3 heures du matin. J'ai un peu dépassé. Mais en même temps, quand on aime, on ne compte pas. C'est mon côté bizarre et asocial. J'ai un problème avec l'horaire, personnellement, visiblement. J'en parlerai un jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tu as des remerciements de tout le monde. Je vais te laisser évidemment le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Je vais aller faire un tour du côté des autres streamers, voir chez qui on peut aller pour terminer la soirée. Mais pendant ce temps, que sais-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ? Merci pour vos questions. Je trouve qu'il y a une communauté ici de gens, des cœurs, vraiment adorables. Et ça fait du bien, un peu de bienveillance, de respect, de courtoisie, de politesse, des questions cool. Donc merci à vous. Voilà, ça me change de mes Jean-Michel Scrognonieux sur TikTok, complètement. Et voilà, c'est le nom que j'ai donné à peu près tous les petits haters qui se baladent sur les réseaux. Les Jean-Michel Scrognonieux se reconnaîtront, je pense. Voilà. Pardon, je te repose une question du coup, mais c'est compliqué à vivre parce que je sais pas combien de temps tu y passes par jour pour gérer l'aspect TikTok, réseaux sociaux, mais moi personnellement ça m'épuiserait vite. Et au passage, un merci immense à cette communauté bienveillante qu'on est en train de construire depuis un an ici, à notre rythme, mais qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver le jeudi. Globalement, j'ai beaucoup de gens bienveillants parce que il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont comme ici en fait hyper chill, hyper gentils, hyper ouverts, et c'est très intéressant. Mais il y a 3-4 personnes comme ça qui se baladent de temps en temps. Alors c'est jamais les mêmes, mais c'est des gens qui en fait, c'est pas que avec moi, c'est-à-dire que c'est avec n'importe quel contenu. Ils se sentent obligés de dire quelque chose, même quand ils n'ont rien à dire de pertinent. Et du coup, ça se transforme en truc parfois. Alors, moi, maintenant, de moins en moins. Ils le font de moins en moins parce que, généralement, je finis par afficher ce genre de personnes. Donc, je récupère le commentaire, j'en fais une vidéo, et je lui explique de manière cinglante, polie, et comme je le sais le faire... qu'il n'était pas obligé, que ça servait à rien et que merci, bonsoir. Mais du coup, ils le font de moins en moins. En plus, dans TikTok, il y a un système de filtre qui permet quand même de beaucoup modérer les commentaires de manière automatique. Donc il y a des commentaires que je ne vois même plus passer et ça m'arrange. De temps en temps, je jette quand même un œil dans les commentaires filtrés, voir qu'il n'y en ait pas qui étaient filtrés par inadvertance, parce que ça reste un algorithme et que et des robots et qu'ils filtrent un peu parfois sans faire exprès des trucs qui ne devraient pas l'être. Mais non, globalement, les réseaux sociaux, en fait, j'ai trouvé un système d'organisation qui me permet aujourd'hui de ne pas y passer autant de temps qu'il y a quelques années. Mes contenus Instagram, ils sont prévus à l'avance, des mois à l'avance. Je crée mes visuels, je fais mes illustrations et tout des mois à l'avance. Je prends une journée de temps en temps où je crée du contenu pour plusieurs mois. Et du coup, je fais ça un jour de temps en temps et après, je les poste au fur et à mesure. Mais là, j'ai des contenus d'avance jusqu'à septembre. Donc, j'y passe pas tant que ça. Et TikTok, en général, je trouve une idée le matin en me levant, je filme mon TikTok et après, j'y pense plus. Donc, en vrai, ça me prend de moins en moins de temps, en fait. J'ai automatisé beaucoup de choses et du coup... Voilà. Puis il y a des fois, j'ai pas d'idée, je leur dis j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, je sais pas quoi dire. Si vous avez des questions, posez-les et puis on verra bien. Et voilà. De toute façon, maintenant, en tout cas sur Instagram, ils savent que s'ils me voient pas en story dans leur journée, soit c'est que j'ai passé une mauvaise journée, soit c'est que je suis débordée, soit que c'est que j'ai rien à dire. Et si j'ai rien à dire, ça va se finir avec une story qui a rien à voir avec la choucroute et ils vont se retrouver dans mon jardin à planter des fraises ou en train de ranger ma bibliothèque une 20e fois parce que je change les trucs de place tout le temps. Donc, voilà, donc ils ont l'habitude, ils me connaissent et du coup, ça se passe bien. Mais tu dois être omniprésente quand même s'il y a moins d'enthousiasme, que t'as pas vraiment quelque chose à dire de passionnant à ce moment-là, faut être là. Ils le savent et du coup en général je leur laisse un petit message, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est mode Crognonieux, belle journée. Du coup, ils essayent pas. Alors souvent, je reçois plein de messages genre oh, j'espère que ça va bien, on t'envoie des bisous et hop. Et du coup, en fait, ils m'envoient plein de petits messages motivants et puis ça passe et voilà parce qu'en fait, je leur explique. En fait, les gens que vous suivez, c'est des vraies personnes en fait qu'il y a derrière les écrans. Nous aussi, on a des galères, nous aussi, on en a marre, nous aussi, des fois, on n'a pas envie de se lever le matin, nous aussi, ça nous gonfle de payer des impôts et l'URSSAF et tout, on en a marre, on a tous des problèmes. Et du coup, voilà. Donc, ils savent que, je pense, c'est un peu nature peinture, hein, mon compte Instagram, c'est-à-dire que c'est
ma personne, ma personnalité et mon expertise qui se mélangent et qui donnent un espèce de joyeux mélange de trucs voilà, assez accessible, quoi. Et c'est un peu le mot du soir, parce que si vous vous souvenez tout à l'heure, c'était un peu le mot de la fin de Salvatore. Ça fait du bien parfois quand on prend pas trop de pincettes, quand on se dit les choses. Et quand tu dis nature peinture, je pense que c'est le très très gros point commun entre vous deux. Quand il y a un truc à dire, parfois, ça fait du bien de le dire. Je suis un peu pareil, du coup, vous savez. Hein. Donc, moi, je suis je suis bien là ce soir avec des gens comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, mais ça fait du bien. Je sais dire les choses. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais toujours le dire de manière bienveillante et polie. Quand je suis un peu énervée contre quelque chose, je le dis aussi et ça se voit généralement. Je parle avec juste mon regard ou ma tête. Donc les gens savent quand je suis un peu contrariée. Mais globalement... Mais tu ne deviens pas verte et ça, c'est positif. Non, voilà, je dis les choses et puis si ça plaît pas... moi, souvent, hein, quand j'exploite des sujets un peu polémiques sur des trucs... Je leur dis tout de suite, ça vous plaît pas, quittez cette vidéo. Ça vous intéresse pas, si vous avez rien à dire rien à dire de pertinent, ben ne dites rien. Passez votre chemin en fait, parce que c'est pas un concours quoi. Et à chaque fois, souvent à la fin de mes vidéos, je dis si vous avez quelque chose à dire, faites-le dans les commentaires, mais dans la bienveillance et dans le respect. Toujours, parce qu'en fait, il y a des gens qui oublient hein, que on n'est pas censé être en roue libre partout où on passe, et il y a un moment, il faut respecter un minimum, même quand on n'est pas d'accord, quoi. Le nombre de personnes avec qui on n'est pas d'accord, ça fait partie de la vie, mais c'est pas la peine d'insulter ou d'être... Enfin, voilà. La passion, le respect, la bienveillance, on va finir là-dessus, et un grand, grand merci à toi d'avoir pris de ton temps, d'être avec nous ce soir. C'était passionnant, je rejoins tous les gens dans le chat. Tu repasseras nous dire bonjour à l'occasion, on a plein de débats en cours pour voilà. On en reparle si l'occasion se met, ce sera avec grand grand plaisir.